Bonjour à tous. Merci beaucoup de participer donc à ce nouveau webinaire sur aujourd'hui le Covid-19 malheureusement et surtout les risques que cela engendre auprès des fournisseurs. On va discuter donc pendant une petite heure un peu de tous les enjeux et les actions à prendre pendant cette période particulière, à la fois en interne mais également auprès des fournisseurs. Et pour cela, je vais être accompagné par Christian Ladré, qui est un expert en achat, notamment sur la partie sourcing Asie, et qui intervient dans beaucoup de domaines industriels. Christian, si tu veux, je te laisse prendre la parole pour te présenter rapidement, et puis je ferai de même juste après. Ok, Christian. ça y est, le micro est réactivé. Merci Olivier. Bonjour à toutes et tous. Oui, donc très rapidement, moi je m'occupe d'une entreprise qui s'appelle Purchasing Procurement Consulting. J'ai l'habitude de travailler avec Olivier sur beaucoup de cas et ma spécialité effectivement sur le sourcing Asie et j'accompagne des entreprises dans le management opérationnel au niveau des achats. Voilà pour la présentation. Parfait. Et donc moi, Olivier Odino, donc moi je suis le fondateur et le président de BME Sourcing Force, donc une société d'externalisation des achats pour les grands comptes et une solution source to pay, Sourcing Force, donc à l'attention des entreprises et notamment des services achats. L'objectif aujourd'hui, ça va être de commencer par une présentation en vous donnant une idée de checklist des actions à mener en début de crise, au milieu de la crise et surtout les actions aujourd'hui pour anticiper les reprises. Donc, on va discuter rapidement un peu de toutes ces actions-là et l'idée, c'est que chacun puisse intervenir ensuite sur des questions, sur des événements qu'il a pu gérer et voir dans quelle mesure on peut y répondre, soit Christian et moi, soit pourquoi pas l'un d'entre vous. Aujourd'hui, on a énormément de personnes qui se sont inscrites. On a, je crois, quasiment 200 personnes qui se sont inscrites. On va peut-être être quasiment une centaine présents pendant ce webinaire. Donc, on ne pourra pas forcément échanger avec tout. Pour l'instant, j'ai coupé les micros de tout le monde pour éviter qu'on ait des bruits de fond au cas où, mais n'hésitez surtout pas à intervenir sur le chat. Je regarde régulièrement le chat, donc posez-nous vos questions. On y répondra soit au fur et à mesure de la présentation, soit en fin de présentation. Bien, donc je vais démarrer. La première chose que je voulais voir avec vous et vous présenter, c'est l'impact que va avoir le Covid-19 dans la chaîne achat. Donc, c'est vraiment une introduction pour vous dire que toute la chaîne achat est impactée, aussi bien la partie sourcing, aujourd'hui qui est quasiment mis à l'arrêt, donc aussi bien les plans stratégiques des acheteurs, les besoins qui sont mis à mal avec des équipes qui sont éclatées souvent chez eux, parfois avec des usines fermées, le sourcing qui répond peu, les commerciaux qui sont submergés ou absents, les appels d'offres qui peuvent se poursuivre mais qui sont souvent mis à l'arrêt, et alors encore plus les prises de décision. Aujourd'hui, la plupart des sociétés, pour des actions d'investissement, ont purement et simplement coupé toutes les prises de décision, le temps de voir ce qui va se passer par la suite. Il n'empêche que vous devez garder, au niveau des achats, un suivi sur le pilotage de vos fournisseurs et en venir sur ce point-là de manière un peu plus précise. Sur le côté transactionnel, on va avoir les mêmes difficultés. Les accès catalogues peuvent être réduits, les livraisons sont particulièrement réduites, les accès aux produits pour faire tourner les lignes de production ou même pour un travail au quotidien sont impactés. Les demandes d'achat peuvent être impactées également sur la durée de validation des demandes d'achat, les commandes fournisseurs qui prennent du temps, qui sont mal reçues, etc. Et les réceptions qui se font peu ou très mal, parfois des livraisons qui sont réorientées vers d'autres entrepôts pour qu'on puisse vraiment les prendre en charge. Donc voilà, ça, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, notre métier d'acheteur, les directions achats sont impactées vraiment sur toute la chaîne de A à Z. On n'est pas uniquement sur un problème pur de transport ou de logistique, on est vraiment sur un problème global de communication, de sourcing, de négociation et ensuite effectivement d'approvisionnement de nos produits stratégiques. Donc, quand on a démarré un peu à cette crise, au départ, personne ne s'attendait effectivement à la catastrophe qui allait arriver. Pour autant, on a rapidement pris les enjeux et on a pris des actions que je vais vous lister qui devraient permettre
déjà de visualiser quel est le risque en interne. Les premières actions internes que l'on a ciblées au début de la crise, c'est tout d'abord de connaître quels sont les risques fournisseurs. Moi, je me souviens, il y a moins d'un mois, la plupart de mes clients qui nous ont contactés pour nous dire, ben voilà, aujourd'hui, on a une problématique, on aimerait que vous nous cibliez correctement tous nos fournisseurs en Asie. Rappelez-vous, à l'époque, la seule problématique qu'on avait, c'était la crise du coronavirus en Chine. Donc, la question que se sont posées les directions achats, c'est de savoir quels sont mes fournisseurs impactés, qui ne peuvent plus livrer, qui ne peuvent plus produire, etc. Donc, cartographier les fournisseurs, classer les pays les plus à risque. Ça a été la première action à mettre en œuvre. La deuxième action, ça a été d'anticiper finalement des scénarios les plus catastrophiques, les potentielles ruptures d'approvisionnement. Et je pense qu'à l'époque, au début de cette crise, on n'avait pas idée que ça pourrait arriver à une telle catastrophe économique et surtout difficulté de gestion de nos approvisionnements, de la relation avec les fournisseurs. Aujourd'hui, si ce n'est pas fait, reprenez bien toutes ces actions, prenez-les une par une et faites en sorte d'informer toutes ces données dans votre système d'information et de le partager surtout avec votre direction générale. Ce que vous avez vu, et sans doute que vous l'avez subi pour la plupart d'entre vous, demandez aux salariés les plus à risque de travailler de leur domicile et surtout donc éviter les transports en commun qui pourraient mettre à mal ou rendre malades encore plus vos salariés, vos équipes. Enfin, annuler les réunions non essentielles et ne conserver que les réunions, si possible à distance, qui sont les plus importantes. Pourquoi annuler les réunions non essentielles? On pourrait très bien les faire à distance, effectivement, mais il faut imaginer que la plupart de vos équipes vont être perturbées déjà par le simple fait de travailler à domicile. Beaucoup d'entre vous, d'entre nous, ne sont pas habitués à travailler à domicile de manière complètement isolée. Donc, il faut d'abord mettre une mécanique en marche. Il va falloir mener des actions d'urgence auprès de ses fournisseurs, auprès de ses clients internes, etc. Et évitons donc de rajouter des réunions non essentielles qui pourraient perturber encore plus cette gestion au quotidien du travail. Question, est-ce que sur cette partie action interne, tu aimerais ajouter des points? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on constate aujourd'hui dans la plupart des entreprises que j'ai la chance de côtoyer. Ça a été mis en place et c'est un point important. J'ajouterais juste un petit élément, c'est de gérer une routine avec de manager à équipe parce que ça donne un lien, ça crée un lien et ça semble important par rapport à la distance qui s'est générée dans le télétravail. Oui, effectivement. Je reviendrai sur ce sujet-là. Il arrive peu en début de crise, mais très rapidement, certaines personnes peu habituées au travail autonome vont avoir psychologiquement des difficultés à tenir sur la durée, à ne pas avoir de relations humaines, de relations sociales de proximité. Et pour cela, les managers, l'encadrement doit être capable d'accompagner. Et le pire que pourrait faire un cadre, ce serait de le laisser travailler tout seul, voire même de ne plus lui donner d'action et que le salarié se sente inutile et rentre dans une période de déprime, entre guillemets, ce que craint d'ailleurs, entre autres, Donald Trump aujourd'hui par rapport à sa propre économie. Le sentiment de se sentir inutile pendant et après une crise. Donc, un autre point, ce sont les actions externes à mener. Alors, au début de la crise, les actions externes à mener, ce sont d'abord de prioriser l'approvisionnement d'équipements de protection individuelle. On voit aujourd'hui que toutes les entreprises qui n'ont pas pris ces initiatives en début de crise se retrouvent bloquées pour récupérer des gants, des masques, etc. Sachant que pendant quasiment 3 semaines, l'État a bloqué complètement l'importation individuelle de masques depuis l'étranger. Ils l'ont rouvert que depuis 3 jours. Donc, le temps que ça arrive d'Asie, notamment, il risque de se passer encore quasiment 10 à 15 jours avant que ça arrive. Donc, dès que vous rentrez dans une période de crise, actionnez le plus rapidement possible des actions de protection de vos salariés. Deuxième point, accélérer l'intégration de fournisseurs alternatifs. Généralement, quand on travaille dans les achats, on essaye d'avoir un fournisseur de rang 1, puis de rang 2, de fournisseurs alternatifs. C'est le moment de les activer. Et c'est le moment de se dire, est-ce que j'avais fait mon travail correctement au préalable? Et si ce n'est pas le cas, comment l'accélérer? Comment faire en sorte que mon fournisseur de rang 2, je puisse à ce moment-là le faire monter en puissance? C'est vraiment un cas d'école typique
de gestion de fournisseurs alternatifs au cas où le premier fournisseur ferme son usine et des problématiques de livraison, etc. Troisième point à mener dès le début de la crise, c'est d'augmenter ses stocks de sécurité. C'est-à-dire prévoir le pire en achetant rapidement, en faisant livrer rapidement ces produits pour éviter des ruptures de lignes de production au sein de vos usines. C'est toujours délicat à mener. On voit aujourd'hui que les entreprises qui ont su faire des stocks de sécurité suffisants continuent à gérer leurs usines et à continuer, alors que ceux qui ont pris un peu à la légère finalement l'arrivée de la crise et qui se sont fait surprendre par l'arrêt de certaines livraisons, par la coupure de douane, de libre circulation de personnes, etc., ont dû fermer leurs usines. Pour vous donner un ordre d'idée clair, au sein de BME, quasiment le tiers de nos clients ont purement et simplement fermé leur usine pendant au moins 15 jours, et de manière très rapide. En moins d'une semaine, ils ont pris la décision de fermer l'usine. Ensuite, un autre point très important à faire en début de crise, c'est de mettre à jour ses contacts fournisseurs. Parfois, on a des fournisseurs historiques avec qui on a un email, un téléphone qui peut traîner, qui n'est plus forcément à jour, voire même qui n'est peut-être pas la bonne personne à appeler en cas de crise. Et très rapidement, il faut être capable de mettre à jour les coordonnées, voire plusieurs coordonnées au sein de vos fournisseurs pour pouvoir joindre une personne en cas d'urgence, que ce soit le dirigeant directement ou que ce soit un responsable important chez le fournisseur. Donc voilà déjà les 8 premières recommandations par rapport à ce début de crise. Question? Oui, j'ajouterais tout à fait. Juste pour revenir sur le premier point, donc l'approvisionnement d'équipements de protection individuelle, c'est pas simple du tout aujourd'hui. Effectivement, ça c'était réquisitionné par les douanes jusqu'à maintenant. C'est ouvert depuis dimanche soir. Attention les arnaques en Chine. Moi, je suis en contact avec beaucoup de fournisseurs parce que je suis en train d'identifier des fournisseurs d'équipements, masques, gel, etc. Beaucoup d'arnaques donc faites attention à ça. Par contre aussi, soyez agile dans vos procédures, c'est-à-dire que si vous êtes capable d'identifier un fournisseur, d'être certain que la marchandise part, modifiez vos conditions de paiement. Les Chinois ne travaillent pas avec un virement à la réception. Ça veut dire qu'on paye en même temps qu'on place le purchasing order. Et donc, à la sortie, ça nécessite quelquefois aussi de travailler avec vos services financiers pour revoir les procédures en cas de crise. Et en général, on n'a pas de procédure de cas de crise. Oui, ça c'est souvent un point qu'on revoit dans beaucoup de situations de crise. Celle-ci est particulière, mais toutes les situations de crise qu'on peut rencontrer sont généralement mal anticipées dans les entreprises. Un autre point que nous indiquait Florent dans le chat, c'est effectivement quand on communique d'augmenter les stocks de sécurité, il faut bien entendu mettre en parallèle l'augmentation de ces stocks de sécurité avec le prévisionnel et de fabrication de votre propre société. L'idée n'étant bien entendu pas d'immobiliser des stocks et de la trésorerie inutilement si vous anticipez vous aussi une baisse sensible de la production. Deuxième étape pendant la crise, cette fois-ci, vous devez poursuivre les actions. Pendant la crise, c'est à peu près maintenant, voire même on commence à être quasi en milieu de crise en termes d'organisation, j'entends, pas forcément en termes de propagation du virus, mais en termes d'organisation interne, on est pendant la crise. Les actions en interne à mener, d'abord au quotidien de communiquer. Ne pas arrêter de communiquer avec ses clients internes, avec tous les salariés qui travaillent avec vous, les rassurer ou pas. Ce n'est pas une question de leur donner un portrait tout rose, mais c'est de faire en sorte qu'ils ne se sentent pas tout seuls, d'autant plus s'ils sont à domicile et qu'ils ne voient pas concrètement ce qui se passe dans l'entreprise. Communiquer tous les jours avec un rapport de ce qui s'est passé, y compris s'il ne s'est rien passé. N'hésitez pas à envoyer un email, à appeler vos collaborateurs et de la même manière, faites-le avec vos fournisseurs. Vous savez que le point le plus anxiogène pour un être humain, que ce soit un salarié ou un fournisseur, c'est le silence. On préfère avoir quelqu'un qui nous appelle pour dire que rien ne se passe et qu'il n'y a aucune information complémentaire, plutôt que de n'avoir absolument aucune information et de laisser croire à la personne que ça empire. Donc, continuez à communiquer en interne et en externe. Deuxième point, continuez votre cartographie des fournisseurs, mais cette fois-ci, non pas uniquement sur vos fournisseurs de rang 1, mais également les fournisseurs de vos fournisseurs, et ainsi parfois jusqu'au rang 3.
puisque vous allez rapidement vous apercevoir que vos fournisseurs sont peut-être basés proches de vos locaux, donc peut-être pas de difficultés immédiates, mais peut-être que leurs propres fournisseurs, basés en Asie, basés à l'étranger, etc., vont avoir des difficultés. Donc, pour tous vos fournisseurs stratégiques, faites en sorte d'aller chercher cette information, de cartographier le risque et ensuite vous menez des actions appropriées fournisseur par fournisseur. Un autre point que je constate de plus en plus auprès de mes clients, c'est le soutien de la direction achat auprès de la direction générale dans le cas d'un plan de fermeture partielle ou totale de la production. C'est-à-dire que la direction générale va demander à la direction achat des conseils, une explication, une possibilité, les impacts qu'il pourrait y avoir de fermer l'usine et donc du coup peut-être de décaler toutes les livraisons fournisseurs, peut-être de ne plus payer les fournisseurs, etc. Donc, participez bien à ces discussions, même s'ils n'arrivent pas, même si l'usine ne ferme pas, parce que vous allez avoir un impact énorme aux achats en cas de fermeture sur lequel vous n'auriez rien anticipé. Donc, faites bien attention à toute la communication que vous pourriez avoir auprès de vos fournisseurs, de ne pas faire de fausses promesses non plus, et donc d'engager des discussions, de communiquer auprès de votre direction générale les risques également d'une rupture brutale, parce que quand bien même on est en crise, la rupture brutale avoir un impact très important auprès de vos fournisseurs. Donc bien communiquer tout ça avec votre direction générale. Et ensuite, je le répète, encouragez toujours vos équipes achats en l'occurrence dans notre métier. Le télétravail est parfois à nouveau très difficile pour certaines personnes. L'isolement, parfois certaines personnes se retrouvent avec leurs enfants tout seuls, doivent continuer à travailler, n'ont pas la possibilité de sortir, n'ont pas la possibilité d'avoir de relations sociales qui les tiennent. Là, ça fait qu'une semaine quasiment qu'on est enfermé. Il est prévu a priori un confinement encore de 6 semaines. Certaines personnes auront du mal à tenir 6 semaines sans communication, sans être rassurées, etc. Christian? Je renforce juste ton message concernant la communication. Effectivement, c'est important, tant vis-à-vis des équipes que vis-à-vis de direction générale et des directions générales vers les services achats, puisqu'il va y avoir des directions et des décisions à prendre qui ne se feront pas unilatéralement d'un point de vue achat. Et donc, les services financiers, la direction générale vont être totalement impliqués dans ces décisions. Donc, il ne faut pas s'oublier, quoi. On n'est pas seul, même si on est isolé. Les actions en externe, cette fois-ci, c'est tout d'abord de continuer à renseigner votre SRM. Votre SRM, donc, c'est un outil, souvent c'est un outil digital, mais ça peut être un fichier Excel, qui permet de compléter toutes les informations que vous recevez de la part de vos fournisseurs. Quand je parle d'informations, c'est quel fournisseur reste ouvert, quel fournisseur ferme son usine, est-ce qu'ils ont mis en place des structures particulières, est-ce qu'ils sont capables de livrer, est-ce qu'ils sont capables encore de prendre les commandes quand bien même la livraison serait plus tard. Renseignez votre SRM, faites en sorte que toutes les personnes qui ont accès à votre solution SRM puissent avoir l'information sur leurs fournisseurs. Cette communication va faciliter le travail de toute l'entreprise. Donc, continuez vraiment à communiquer en temps réel avec vos fournisseurs. Quel fournisseur continue sa production parce qu'il a encore du stock ou parce qu'il peut encore s'approvisionner. Mais est-ce que vous pouvez être livré? Sous combien de temps vous pouvez être livré? Quel est l'impact des transporteurs qui peuvent également prendre du temps? Quel est l'impact, par exemple, on entend aujourd'hui que certains transporteurs ne pourraient délivrer que des produits essentiels et tout ce qui est non essentiel vient en second lieu. Donc, toute cette partie-là, vous devez, quand on est au milieu de la crise, le maîtriser par de la communication et surtout, au-delà de le maîtriser, le diffuser en interne. Ne gardez pas les informations uniquement dans votre ordinateur. Ensuite, il peut arriver que vous deviez accepter certaines augmentations de prix. C'est difficile d'accepter des augmentations de prix. Il y a deux possibilités. Il y a des personnes, des fournisseurs qui vont profiter de la situation. Et là, en fonction de la priorité que vous devez avoir sur ces produits, vous acceptez ou non. C'est toujours très malhonnête de la part de certains fournisseurs de profiter de la situation, mais ça peut arriver. Et il y a d'autres cas où ce sont des augmentations de prix liées à l'environnement, au fait de ne plus avoir de salariés, à devoir payer plus cher les salariés qui acceptent de venir travailler, à l'évolution des matières premières, même si aujourd'hui la partie pétrole s'est plutôt écroulée, on a d'autres matières premières qui se maintiennent encore globalement. Et toute cette partie-là peut faire qu'il y a des augmentations de prix.
Donc, faites bien le parallèle entre accepter une augmentation de prix pour ne pas impacter votre production. Il faut parfois accepter cette augmentation de prix, la faire de manière raisonnable et puis bien entendu garder en tête si le fournisseur a été honnête dans sa relation, a été transparent, a fait des augmentations qui sont justifiées dans cette période-là ou au contraire s'il l'a profité. Et à ce moment-là, quand les beaux jours reviendront, vous vous souviendrez de la relation fournisseur. Arbitrer aujourd'hui les règlements fournisseurs. J'ai beaucoup de discussions aujourd'hui avec mes clients sur le fait de dire est-ce qu'on doit ou pas payer nos fournisseurs. Je n'ai pas de réponse malheureusement. L'idéal, bien entendu, c'est de régler ses fournisseurs. Je suis moi-même un fournisseur de mes clients et j'aimerais effectivement qu'on me règle mes factures. Pour autant, je peux entendre que les grandes directions, les directions générales fassent des choix, se protègent et se disent qui on doit payer aujourd'hui pour faire en sorte d'être certain à minima de pouvoir payer nos propres salaires. Alors, il y en a à nouveau qui vont profiter de la situation juste parce qu'ils veulent garder de la trésorerie, et même s'ils en ont, ce n'est pas un problème. Et puis, il y en a d'autres qui ont des vraies tensions et qui doivent arbitrer. L'arbitrage, moi, la recommandation que je vous ferai, et Pierre Pellouzet insiste énormément là-dessus, c'est la solidarité économique. C'est-à-dire, ne coupez pas brusquement les règlements fournisseurs tout azimut. Faites à minima des arbitrages. Regardez quels sont vos fournisseurs qui ne pourront jamais supporter l'absence de règlement. Les TPE, les PME, faites le tri. Certaines sont en difficulté, certaines ne le sont pas encore. Ce n'est pas forcément les plus gros montants en plus à payer. Donc, ne bloquez pas des règlements qui pourraient être néfastes à vos petits fournisseurs, d'autant plus qu'après la crise, si ces petits fournisseurs disparaissent, vous serez les premiers à pâtir de leur absence. L'autre point, bien entendu, c'est que vous avez certaines commandes qui nécessitent un règlement préalable pour être livrées. Donc là, de la même manière, regardez les produits stratégiques et faites un arbitrage. Ensuite, bien entendu, si vous avez la capacité financière, payez tous vos fournisseurs. Ça, c'est bien entendu la règle à maintenir partout. Et dernier point sur ces actions internes pendant qu'on est dans la crise, c'est de poursuivre la qualification de vos fournisseurs alternatifs et surtout de s'assurer de leur pérennité, au moins à moyen terme. C'est-à-dire la capacité de ces fournisseurs alternatifs à pallier le fait que votre fournisseur principal initial disparaisse ou subisse des problèmes de production. Donc, profitez de cette période où vous n'allez pas forcément commander immédiatement pour faire monter en compétences, pour auditer vos fournisseurs, même si les déplacements sont limités, auditez-les de toutes les manières possibles, à minima financière, à court terme. Question ? Non, c'est clair. C'est tout à fait en phase avec ce qui doit être pratiqué aujourd'hui. Et je vois qu'il y avait un message de Florent sur le chat. Et donc, effectivement, ce que je disais, c'est qu'on en parle après. Voilà. Exact. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions sur le chat. Alors, on arrive maintenant dans une période où il faut anticiper la reprise. Quand bien même la reprise, on n'a aucune idée de la date, ça peut être dans 15 jours, dans un mois ou peut-être en septembre. Les plus pessimistes sont en septembre a priori, j'espère que ça ira jamais après. Il faut l'anticiper avec vos fournisseurs. L'anticipation se fait également en interne, mais cette fois-ci en travaillant sur du prévisionnel. Avec votre direction générale, préparez le prévisionnel d'une reprise de production normale. Quand bien même votre production ne soit pas à l'arrêt aujourd'hui, dites-vous que dans quelques mois, dans quelques semaines, votre production reprendra. Elle reprendra certainement pas sur les mêmes volumes qu'avant la crise. Donc, anticiper. Certaines entreprises vont devoir reprendre très fort parce qu'ils vont devoir livrer énormément de quantités. Donc, ça va être au contraire une reprise bien plus importante qu'avant la crise. D'autres, au contraire, vont avoir une reprise très progressive qui va prendre du temps sur l'investissement, etc. Donc, préparez sur chacune de vos familles produits ou services la quantité estimée à venir. Deuxième point, identifier les fournisseurs qui risquent effectivement de disparaître. Et là, je rebondis sur le message de Florent. Il y a un énorme travail actuellement à faire sur la santé financière et les possibles ruptures de production auprès de vos fournisseurs. C'est un travail qui est délicat à mener, sur lequel vous pouvez vous faire accompagner par des outils de credit score pour scorer la santé financière notamment. Et puis ensuite, bien entendu, des audits spécifiques sur vos fournisseurs pour savoir dans quelle situation ils se trouvent aujourd'hui
en termes industriels. Cette partie est très importante puisque vous ne savez pas aujourd'hui la réelle problématique de votre fournisseur. Peut-être que votre fournisseur va très bien aujourd'hui, peut-être qu'il a encore des réserves, de la trésorerie, mais peut-être qu'il a cette trésorerie uniquement pour 1 mois, peut-être pour 2 mois. Prévoyez le fait qu'un fournisseur n'ait pas cette trésorerie. Peut-être qu'il a fait un investissement 2 semaines avant la crise et il se retrouve avec une trésorerie à la ramasse. Et prenez pas trop pour argent comptant non plus les grandes annonces du gouvernement. Moi, le premier en tant que chef d'entreprise, entre ce qui se dit à la télé et quand on va pour réclamer les aides, il y a un gap immense. Mais quand je vous dis immense, c'est à faire peur. Donc, faites attention, ne vous dites pas, voilà, les entreprises seront sauvées quoi qu'il arrive. Non, vos fournisseurs ne seront pas tous sauvés, d'autant plus qu'ils ne sont pas tous en France. Énormément d'États étrangers n'aident pas du tout leurs entreprises. Donc, identifiez les fournisseurs à risque et mettez en place des plans d'action et notamment, dernier point, des plans d'aide et d'accompagnement de vos fournisseurs stratégiques. Ne les laissez pas mourir bêtement, entre guillemets, vos fournisseurs pour un problème de trésorerie, un problème de capacité. Ce n'est pas un problème à long terme, c'est un problème conjoncturel à court terme. Et vous, en tant que client, si vous avez cette capacité à accompagner votre fournisseur. Si bien entendu, ce n'est pas évident, mais si vous êtes plus gros, vous avez parfois beaucoup plus d'effets à obtenir des emprunts, des crédits, etc. Vous pouvez donc accompagner et préparer un plan d'aide et d'accompagnement auprès de ces fournisseurs. Les actions juste, pardon, Olivier, excuse-moi. On a un message de Simon qui dit comment identifier les fournisseurs à risque lorsqu'on en a des milliers. Là, j'invite juste à penser à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'utiliser Pareto, notre 20-80, qui va permettre d'identifier déjà 80% de nos valeurs. Et puis, si effectivement, dans ce Pareto, ne ressortent pas des fournisseurs dits stratégiques, avec des produits qui pourraient être stratégiques, mais qui en valeur ne représentent pas grand-chose, ajoutez-les, mais c'est un vrai travail nécessaire parce que la sortie de crise sans fournisseur va être très, très dure. Donc, globalement, si on a des fournisseurs qui sont trop fragiles financièrement parlant, on ne les retrouvera pas forcément et ça serait dommage d'en perdre, non pas des milliers, je ne vous le souhaite pas, mais beaucoup. Donc, vérifiez ça pour pouvoir générer vos alternatives en amont. Alors, quand on a des milliers de fournisseurs et que vous êtes tout seul, je peux comprendre que c'est extrêmement délicat. Néanmoins, il y a le premier point, c'est le Pareto, effectivement, qui vous donne au moins, en termes de montant, quels sont les fournisseurs avec qui vous avez le plus de dépenses. Si vous pouvez, faites une analyse avec la matrice de Kraljic. Si vous ne connaissez pas la matrice de Kraljic, tapez-le sur Google, vous trouverez assez rapidement. On a également des vidéos, des articles sur le sujet. Ça permet en fait de prioriser l'impact de ces fournisseurs au sein de votre entreprise. À savoir, vous pouvez très bien avoir des tout petits fournisseurs avec très peu de dépenses stratégiques parce qu'ils ont une spécialité, une expertise particulière. Généralement, quand vous faites le tour de vos équipes en interne, ils vont vous les citer. Quand vous avez des milliers de fournisseurs, allez appeler, on va dire, une dizaine de vos collaborateurs au niveau de la production, de la R&D, du marketing, etc. Les principaux fournisseurs qui vont vous dire seront les fournisseurs sur lesquels vous devrez vous cibler. Ce n'est pas la peine d'analyser 1000 fournisseurs pour savoir lesquels risquent de vous porter préjudice à terme. Dans les outils, j'ai une question, dans les outils à utiliser, sur la partie financière du moins, effectivement, Benjamin nous a cité Atradus, Euler, Duns. Moi, j'utilise CreditSafe pour ma société. Vous avez des sociétés d'affacturage qui peuvent vous aider. Il existe plusieurs aujourd'hui sociétés de santé financière. Bien entendu, toutes ces sociétés de santé financière n'ont pas la capacité d'analyser à aujourd'hui en temps réel la santé financière de chaque fournisseur. Néanmoins, elles ont des détecteurs, entre guillemets, elles sont en première ligne aujourd'hui par rapport aux assureurs crédit. Donc, forcément, elles ont un travail immense aujourd'hui pour scorer correctement les clients, les fournisseurs. Par ailleurs, il y a aussi toutes les annonces légales qui sont publiées en temps réel, parce qu'aujourd'hui, on peut encore mettre sa société en liquidation, en redressement, etc., etc. Donc, tous ces signaux vont vous permettre également de piloter correctement le risque fournisseur, en tout cas sur la santé financière. Et puis surtout, quand vous avez ciblé une dizaine, une vingtaine de fournisseurs stratégiques pour vous, appelez-les, demandez-leur directement quelle est leur situation, quel est le problème,
Faites bien entendu, soyez un peu modérateur dans ce qu'ils peuvent vous donner. Ils peuvent parfois être très alarmistes par rapport à la vraie situation. Mais vous pouvez effectivement ensuite demander directement au fournisseur sa situation à aujourd'hui, des bilans financiers, etc. Je pense que c'est le bon moment pour demander ces éléments-là, même si les fournisseurs ont une visibilité encore trop à chaud de la situation, ils peuvent vous donner déjà une tendance. Ça répond pour partie à la question de Thierry Boula concernant les PME. Effectivement, il ne faut pas hésiter à contacter le fournisseur et échanger avec lui pour bien se comprendre. Et j'allais dire, ça sera apprécié, je pense, d'un point de vue humain, ce type d'accompagnement et de compréhension. Et ça ne sera jamais oublié. Donc, n'hésitez pas à directement contacter vos fournisseurs stratégiques si effectivement vous n'avez pas d'analyse financière possible. Tout à fait. Non, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un vrai travail de transparence en clients et fournisseurs. Et il y a beaucoup d'enjeux humains derrière, de préservation de l'emploi, etc. Donc, toute cette partie relation sociale humaine aura du bon à court terme et à long terme dans votre relation fournisseur. Les actions externes. Tout d'abord, contacter donc les fournisseurs qui pourraient être impactés dans cette crise, notamment en termes d'état des stocks et de capacité de production. Quand j'entends capacité de production, je vous donne juste un chiffre. Aux États-Unis, en une semaine, ils ont perdu 3 millions d'emplois. Donc 3 millions de personnes ont quitté les usines ou leur travail pour être au chômage, contre en moyenne la semaine précédente 200 000, 250 000 je crois. Et on n'est qu'au début de la crise aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près 2 semaines de retard par rapport à nous. 3 millions de personnes qui quittent les usines, ça veut dire que le jour où ça reprend, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, réembaucher ces personnes. Ces personnes seront difficilement mobilisables en 24 heures. Il faudra des semaines pour les remettre dans les usines, parfois les reformer, etc. Et là, je ne parle que des États-Unis. Ça va être pareil en Asie, ça commence à reprendre maintenant, et ça va être pareil dans beaucoup de pays, y compris en France. Alors, en France, on a des systèmes de chômage partiel, etc. On sera sans doute un peu moins sacrifié que dans d'autres pays, mais malgré tout, la reprise peut être très délicate chez certains fournisseurs. Et j'insiste donc sur la capacité de production. Ce n'est pas uniquement le fait qu'ils aient du stock, qu'ils soient compétents pour produire, c'est la capacité qu'ils auront à vous fournir, vous en priorité par rapport à vos concurrents à l'achat. Et là, on repasse sur une autre matrice, la matrice des 5 forces de porteurs, à savoir comment vous vous situez, vous, dans un contexte où le fournisseur va avoir beaucoup plus de demandes de la part de ses clients. Donc pour cela, un point très important, contractualiser autant que faire se peut vos conditions de reprise. C'est un point que vous devez faire aujourd'hui. Quand la reprise aura démarré, ce sera trop tard pour aller voir vos fournisseurs et leur demander comment ça va se passer, comment on peut acheter, quelle quantité, etc. Donc c'est le bon moment aujourd'hui d'aller voir vos fournisseurs, de leur expliquer votre situation actuelle, arrêt de la production, production diminuée, etc. Mais surtout lui dire, voilà, le jour où ça reprendra, personne ne connaît la date, mais le jour où ça reprendra, on a mis en prévisionnel, le point 1 de ce slide, on a mis en prévisionnel tel engagement de quantité sur telle durée. Et vous le contractualisez. Comme ça, vous êtes sûr que le moment où ça repart, déjà c'est fait, ça vous fait gagner du temps. Et deuxièmement, votre fournisseur a anticipé également ce point-là. Parce que le problème d'un fournisseur, c'est l'anticipation, le prévisionnel, combien de personnes il doit mettre, combien il doit embaucher, combien il doit mettre au chômage, etc. Si vous arrivez à être dans cette discussion-là, vous anticipez le futur et vous serez dans une zone de confort au moment de la reprise. En parallèle, vous devez contacter vos transporteurs. Parce qu'alors là, pour le coup, on n'aura aucune difficulté à anticiper qu'à la reprise, les transports vont être submergés. Il va falloir rattraper un retard considérable de produits à livrer dans le monde entier, aussi bien des transports très locaux, transports terrestres, que des transports aériens, maritimes, qui vont s'accélérer. La Chine a repris. La Chine, économiquement, elle est globalement dans une bonne situation. Elle commence à reprendre correctement. Le jour où l'Europe et les États-Unis redémarreront également, toutes les usines asiatiques vont se remettre en marche en même temps. Et il va y avoir un goulot d'étranglement au niveau des transports.
Je laisserai Christian, qui connaît beaucoup plus le sujet, vous en parler juste après. Point suivant, accepter dans certains cas des hausses tarifaires. À nouveau, comme je vous le disais, soyez bien entendu attentifs à ce que peut dire le fournisseur en termes de hausse tarifaire. Est-ce que c'est justifié ou non justifié? Par contre, gardez à l'esprit un point, c'est que le fournisseur, pendant la crise, il ne cherche pas forcément à augmenter sa rentabilité, il cherche à pouvoir payer ses salariés à la fin du mois. Et tous les discours, je répète, qu'on a aujourd'hui au sein des entreprises, ce n'est pas un discours de crise économique dans le sens où on n'arrive pas à avancer dans l'entreprise. La question, c'est de tenir pendant 2 mois minimum en termes de trésorerie. Donc vous avez, en tant que grand groupe, pour certains d'entre vous, un vrai levier de négociation pour dire à vos fournisseurs, je peux vous aider, maintenez-moi des tarifs raisonnables, mais je peux vous payer cash en contrepartie. Comme ça, vous restez en vie, vous avez de la trésorerie et vous me livrez moi en premier par. Donc, gardez bien ce levier. Dernier point, je rebondis encore là-dessus, demandez dès maintenant régulièrement des bilans financiers solvabilité et un prévisionnel auprès de vos fournisseurs. Ils vous doivent ça en ce moment. Ils vous le doivent dans le sens où eux-mêmes, s'ils ne sont pas capables de faire ce travail de prévisionnel typé, ça veut dire qu'eux-mêmes se mettent à risque. Aujourd'hui, moi, tous les chefs d'entreprise que que j'appelle au téléphone en ce moment, leur travail au quotidien, c'est de préparer des plans de trésorerie. Ils me disent, là en ce moment, je suis en train de faire mon plan de trésorerie sur les 3 mois avec trois possibilités. Une possibilité qu'on sorte de la crise à fin avril, une autre où on sort en juin et une autre où on sort en septembre. Et en fonction, ils vont préparer, si possible, des lignes de crédit, ils vont regarder comment ils font avec leur effectif, etc. Donc, tout fournisseur, toute entreprise qui se respecte aujourd'hui est en train de regarder leur plan de trésorerie sur au moins les 6 mois à venir. Demandez-leur si c'est possible de partager cette information avec vous et continuez à aller voir bien entendu les sociétés qui font du scoring chez des entreprises. Dernier point que m'avait souligné Christian juste avant cette présentation, et il vous en reparlera sans doute, on n'est pas dans un cas de force majeure. Ça paraît très étonnant, mais on n'est pas dans un cas de force majeure puisque le gouvernement a explicitement indiqué que le travail continuait. On est confiné, mais le travail continue. On n'a pas interdit les travailleurs de continuer à travailler. On n'a pas forcé à fermer les usines. Les usines ne se sont pas effondrées. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, etc. Donc attention dans les discours que vous avez avec vos fournisseurs, voire même que le discours que vos fournisseurs ont avec vous, le cas de force majeure s'applique pas, ou de manière très, très ciblée. Là, Christian, je te laisserai donner Olivier, plus d'exemples. Je vais prendre la main. Merci. Le cas de force majeure, il ne s'applique plus, et c'est pas, il ne s'applique plus aujourd'hui parce que le cas est connu. Le cas de force majeure s'est appliqué sur vos commandes ou sur ce que vous aviez pu vendre, etc., qu'on se met dans les deux sens du commerce, avant d'avoir cette information. Donc l'État a déclaré effectivement que c'était un cas de force majeure, qu'il ne peut plus y avoir de pénalité, etc., lié à cette situation, mais c'était sur les passations de commandes ou de ventes qui avaient pu être faites en amont de cette date. Maintenant, aujourd'hui, vous savez qu'il y a le coronavirus, et à partir de là, tout ce qui est pris en compte n'est plus un cas de force majeure d'un point de vue juridique. Donc, si votre fournisseur s'engage sur un délai, il ne pourra pas se voir opposer ou il ne pourra pas vous opposer, en tout cas, de cas de force majeure à partir de maintenant. Donc ça, c'est un point important, même si on n'a pas la date de sortie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être aujourd'hui, vos lead time, si vous les négociez, c'est peut-être, je dis n'importe quoi, 6 semaines à partir de la date de reprise officielle du déconfinement, etc. Il va falloir mettre des mots-clés là-dedans. Je voudrais aussi revenir sur votre anticipation sur la reprise. Vous allez contacter, vous allez discuter avec des fournisseurs pour cette reprise, mais globalement, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut le contractualiser. C'est-à-dire que vous devez contractualiser avec vos transporteurs, vous devez contractualiser avec vos fournisseurs la façon dont vous allez reprendre, négocier vos lead time, négocier vos approvisionnements pour être certain que vous soyez pris en priorité. C'est pas, j'allais dire, et c'est un mot que j'utilise beaucoup, c'est pas du blabla, quoi. C'est quelque chose d'un point de vue important dans votre négociation. Donc aujourd'hui, vos acheteurs qui sont confinés et en télétravail doivent fonctionner sur le contact avec les fournisseurs stratégiques, les fournisseurs clés, et vous devez contractualiser ces sorties de crise, que ce soit avec vos transporteurs comme avec vos producteurs.
Donc ça, c'est un élément important. Après, je vois beaucoup de questions. Est-ce que ça touche les fournisseurs français uniquement? Globalement, oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, le coronavirus, il est mondial. Donc oui, ça touche les fournisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous passerez une information avec vos fournisseurs, précisez-leur que compte tenu du coronavirus, ça sera à compter de la date de X. Mais ce X étant une inconnue aujourd'hui. Est-ce quel cas de force majeure est applicable pour une commande cadre passée en 2019? Oui, puisque du coup, à ce moment-là, comme la commande était passée bien avant la connaissance de cette situation, c'est un cas de force majeure. Donc, je ne sais pas si j'étais assez clair. Donc, moi, mes deux conseils ici, c'est attention, on ne peut pas vous opposer en permanence, vous acheteurs, le cas de force majeure. Et la deuxième chose, contractualisez vos sorties de crise. Contractualisez justement sur la base de vos analyses financières. Comme le disait Olivier, si quelqu'un est plutôt fragile financièrement parlant, il sera plutôt très content que vous le contactiez, que vous discutiez avec lui en disant je t'achète la matière en avance, etc., etc. Ça ne peut pas se faire unilatéralement, de nouveau, de point de vue achat pur. Les directions générales, les directions financières vont être impliquées, puisqu'aujourd'hui, dans les grands groupes, et de ce que j'entends et de ce que je vois, les grands groupes ont comme mission aujourd'hui d'économiser beaucoup d'argent sur 2020. Donc, ça peut être antinomique par rapport à vos sorties de crise. Ça peut être aussi un élément important, vous, acheteurs, direction achat, de présenter le coût d'audit, de réévaluation d'un autre fournisseur, d'un nouveau fournisseur. Ça peut être très compliqué, très coûteux d'aller chercher un nouveau fournisseur alors qu'on en a un qui tient bien et qui est juste fragile sur une période donnée. Donc, c'est pareil, ça va générer des relations, des modes de fonctionnement différents, certainement plus coûteux que ce qu'on aimerait aujourd'hui, mais certainement moins onéreux que ce qu'on aurait à faire si on perd le fournisseur, on n'a pas la matière et en plus, il faut couvrir derrière un nouveau fournisseur. Donc l'anticipation va être clé dans les semaines à venir. Et comme le disait Olivier, et c'est ce qu'on entend un peu dans la presse, il y en a à peu près pour encore 5-6 semaines. Donc ça nous laisse du temps pour contractualiser pas mal de choses. Une question de Batala sur l'anticipation des prévisionnels des ventes notamment. Là, effectivement, ce n'est pas le travail de l'acheteur forcément d'aller chercher ou d'anticiper le travail des ventes. Par contre, il faut bien imaginer que vos directions commerciales et votre direction marketing, aujourd'hui, ont exactement cette problématique et travaillent tous les jours à essayer d'anticiper comment vont se passer les prochaines semaines, comment vont se passer les prochains mois. Donc, c'est vraiment vers eux qu'il faut se tourner. Certains vont vous dire qu'ils n'en ont aucune idée. Pour autant, leur travail quotidien aujourd'hui, c'est justement d'aller estimer comment ça va se passer dans les semaines à venir. Il y a des enjeux de ressources humaines, il y a des enjeux de vente, de livraison, etc. Donc, quand bien même il n'est pas une réponse, bien entendu, noir ou blanc aujourd'hui, ils peuvent vous donner une tendance, ils peuvent vous donner leurs sentiments sur ce qui va se passer. Et puis, si vous ne savez pas du tout, ça reste une information de savoir que même en interne, votre direction commerciale n'a aucune idée de ce qui se passe après. Ça vous donne au moins cette information. Alors, si vous le On a souhaitez, une comme on arrive un peu à question. la fin de la présentation, je vous ai donné également la possibilité d'activer vos micros. Donc, pour ceux qui ne veulent pas forcément écrire sur le chat, n'hésitez pas à activer votre micro et à poser votre question. Et on pourra en dire encore quelques minutes. Alors, on avait une question de DNI, Denis peut-être, je ne sais pas. Si votre contrat ne dépend pas des lois françaises mais d'un autre État, la force majeure est à considérer avec les lois et décisions de ce même État. En général, la force majeure, c'est quand on ne le sait pas. Donc, quel que soit l'État, après, effectivement, il peut y avoir des jeux politiques là-dedans. Et si vous dépendez d'une cour à Pékin sur votre contrat, vous allez un peu avoir mal à la tête. Mais globalement, aujourd'hui, ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'une cas de force majeure, c'est quand on ne sait pas ce qui va arriver. C'est tombé et maintenant, on le sait. Donc, on pourrait très bien se dire qu'on pourrait vivre toute notre vie, je ne l'imagine pas, mais avec cette situation-là. Et donc, ça ne serait plus un cas de force majeure. Donc, effectivement, d'un point de vue juridique, je l'entends. D'un point de vue court et dans quelle loi vous allez vous appliquer, la même logique s'impose, mais après, c'est une question politique de pouvoir gérer ça. Est-ce que ça veut dire de décider que la DG de faire des stocks? Joe indiquait qu'effectivement, il a raison. La force majeure, c'est une action qui est inévitable, imprévisible et insurmontable. Et comme le disait Christian, ces trois points-là, inévitable, imprévisible, insurmontable, étaient valables il y a encore 2 semaines, voire 3 semaines. Ce n'est plus le cas aujourd'hui pour toutes vos nouvelles commandes. Et pour l'État, c'est pareil. L'État a indiqué que ce serait un cas de force majeure, mais pour toutes les commandes en cours. Toutes les nouvelles commandes, elles peuvent être évitables.
ou du moins la situation peut être évitable d'une certaine manière. Elle n'est plus imprévisible, la situation, on la connaît, et elle n'est plus insurmontable puisqu'on sait comment la détourner, on connaît le cadre de ceux qui peuvent travailler ou pas. Donc, j'insiste effectivement par rapport aux dernières questions qu'on a eues par rapport à ça. Il faut distinguer les commandes qui étaient passées effectivement avant cette crise, qui étaient effectivement complètement imprévisibles, de toutes les commandes qui démarrent à partir d'il y a une dizaine de jours, quinzaine de jours. Quelqu'un veut essayer de prendre la parole? Ouais. Donc, pour prendre la parole, vous avez un petit bouton micro que vous pouvez activer hein, si vous le souhaitez, qui doit se situer à droite en bas ou à droite de votre écran. Pas d'autres questions de votre côté? Sinon, par chat, hein, si vous avez des questions, on pourra les lire. Il faut que tu redonnes la main, Olivier. Ouais. Bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas. On vous enverra dans tous les cas, nous, cette présentation par email dans les prochaines heures. On intégrera également la vidéo, donc le webcast de ce webinaire sur la chaîne YouTube de Sourcing Force. Vous pourrez le voir en replay si vous avez des points en particulier que vous souhaitez revoir. Et puis surtout, Christian et moi, on se tient à votre disposition pour répondre à des questions liées, bien entendu, à ces problèmes de risque fournisseur, de manière plus générale, sur vos questions d'organisation achat ou de digitalisation des achats concernant Sourcing Force. Merci beaucoup. Je vois qu'on a été, oui, quasiment une centaine à participer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment que les enjeux sont là. On refera sans doute un webinaire un peu sur ce sujet dans 2 ou 3 semaines quand on aura un peu plus d'informations sur la suite. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir participé. Continuez à échanger, continuez à participer, même si on est, comme vous le voyez, peut-être tous à domicile aujourd'hui. Moi, le premier. Et on se tient au courant. Bon courage à tout le monde pour ce confinement et pour votre professionnel. Bon courage à tous. On est à votre disposition. Au revoir.